Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Cette vidéo se présente à ce jour comme une des plus importantes de ma chaîne, voire de ma vie, et se veut être une invitation à la réflexion, à la logique et au changement chez mes auditeurs. Kant disait qu'on peut mesurer l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter, et Nicolas Gomez d'Avila disait « Le scepticisme est l'humilité de l'intelligence ». Depuis ma naissance, j'ai pu constater que la majorité des gens sur cette terre ont un mode de fonctionnement passif quant à l'accès à l'information. Les gens répètent et valident ce qu'on leur a dit depuis leur enfance sans jamais avoir pris le temps d'approfondir la question. Constamment nous accordons de la valeur envers des arguments et des on-dit que nous n'avons pas vérifiés nous-mêmes, car nous n'avons pas le temps ni l'envie et que nous basons notre confiance sur d'autres individus. Le problème étant que n'ayant pas approfondi un sujet, il est très courant que nous jugions ceux qui oseraient prétendre à une autre idée, non pas car les arguments de l'autre seraient invalides, mais nous refusons catégoriquement son message car notre vision du monde, induite dès l'enfance, est trop éloignée et opposée de celle qu'il propose. En somme, la plupart du temps on ne refuse pas une idée car elle est objectivement fausse, nous la refusons car elle nous demanderait de revoir notre copie sur tel ou tel sujet, chose que généralement nous ne souhaitons pas car cela demanderait une remise en question de notre part trop importante. L'acceptation d'avoir eu tort à un moment donné demande beaucoup d'efforts et un recul sur soi que peu possèdent. Le fait d'avoir pu se tromper sur des questions fondamentales de notre existence, généralement caractérisées par notre vision de l'histoire, de la science, de la politique et de l'homme et finalement de ce que nous nommons communément la réalité, conduit à une atteinte directe envers notre propre ego. Faut-il croire ce qu'on nous a dit, ou chercher les réponses par soi-même en ne jugeant aucun mode de pensée éloigné du nôtre ? Trop souvent, on oublie de réviser nos positions et notre compréhension relative à un sujet donné, et nous transformons de simples informations en croyances plutôt qu'en un champ fertile de questionnement continu. Sans même ici donner mon opinion envers ces sujets, est-il raisonnable de nous interdire catégoriquement d'émettre ces questionnements ? L'histoire officielle dit-elle toujours la vérité ? Le rôle de l'industrie pharmaceutique et de l'OMS est-il réellement d'assurer notre santé ? Les États et les institutions pourraient-ils nous mentir pour leurs intérêts ? Qui décide qu'une science soit étiquetée comme une pseudo-science ? La théorie de l'évolution doit-elle être indiscutable ? La réalité n'est-elle que le filtre de nos perceptions ? Notre monde a-t-il une forme ou des composantes cachées ? En élevant un ou des auteurs, un ouvrage ou une philosophie au-dessus de tout le reste, nous nous immobilisons dans un dogme, soit-il à caractère religieux, scientifique ou politique. Mais ce reste est d'une importance capitale, car il est le miroir de nos imperfections, des faussetés de notre pensée et de nos croyances erronées. Comme disait un sage, la vérité est un miroir tombé de la main de Dieu qui s'est brisé, chacun de nous en ramasse un morceau et croit détenir la vérité. On ne trouvera jamais la vérité tout entière en s'isolant, elle sera toujours éparse, et c'est nous qui devrons la reconstruire nous-mêmes, morceau par morceau. Car s'il y a un piège qui revient sans cesse sur le chemin de la connaissance, c'est bien celui de jeter l'encre. S'imaginer avoir enfin compris quelque chose de façon définitive et y figer notre conception en considérant nos idées comme valides, accomplies et immuables, dures comme de la pierre, tout en s'identifiant à nos convictions indéboulonnables. Il est donc inutile d'élever de quelconque maître à penser sur des piédestaux, puisqu'aucun d'entre eux n'a pu ni su détenir la vérité. Personne aussi élevé que nous les jugions ne possédait la vérité tout entière et immaculée. Leurs enseignements sont jonchés de fausses pistes et d'erreurs de jugement ou de logique. Même les régimes et les idéologies constamment idéalisées, de la pseudo-démocratie à l'Allemagne hitlérienne, possèdent de grosses failles. Idem pour les philosophies ou les religions, que ces dernières proviennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, d'un passé très lointain ou même d'une canalisation en provenance du futur, elles n'ont aucune chance de s'avérer totalement valides ni complètes. Restent qu'abutiner et faire des liens. C'est la raison pour laquelle, dans toute quête de connaissance, l'idée principale à retenir est celle du ratissage, et ce, aussi large que peu. Plus large sera l'éventail des informations collectées, des sphères étudiées, plus holistique sera notre compréhension de ce qui est. L'étude de différents domaines à première vue hétéroclites est essentielle. Nous devons nous informer en allant dans le plus grand nombre de directions possibles à la fois,
même quand celles-ci sont souvent teintées d'idéologie et donc de mensonges dans des disciplines telles que l'astronomie, la psychologie conventionnelle, la religion, la géologie, la politique, la climatologie, l'histoire, la physique, et j'en passe. Cette accumulation d'informations éparses mais complémentaires par lesquelles on commence en général dans la vie nous permettra de dégager une certaine compréhension du monde et de certaines manipulations qui nous entourent, ainsi que de nous-mêmes, qui soit la plus objective possible. Tous les sujets sont dignes d'intérêt sans exception, n'en écarter qu'un seul serait similaire au fait de laisser de côté une pièce de casse-tête simplement parce que sa forme ne nous plaît pas. Ceci nous éloignera invariablement de notre but, une compréhension plus juste. Élargir nos horizons. Bien qu'il y ait de nombreuses disciplines de recherche académique standard, il est indispensable de nous ouvrir à des conceptions étrangères. Ainsi nous faudra-t-il oser défier notre propre entendement en nous imprégnant de théories à première vue invraisemblables. Plonger tête première dans l'univers déroutant des chercheurs de vérité, toujours en ratissant large, des thèses officielles édictées par ceux qui nous dirigent et qui tirent profit de notre servitude jusqu'au cercle fermé des ésotéristes, alchimistes et occultistes. Plonger au cœur des complots les plus fous et ne jamais se limiter par peur de découvrir une réalité qui nous déçoit. Je n'ai jamais eu de mal à lire des théories acadabrantesques. En guise d'illustration, il m'arrive fréquemment de me demander souvent, sans réponse concrète, si l'humanité ne dépend que d'elle-même, si métaphysiquement elle est seule dans ses cercles de pouvoir, ses décisions, ses choix, ses principes et ses actions, ou si d'autres forces, des entités immatérielles ou cachées, de lumière ou d'obscurité, agissent également indépendamment de notre volonté. Ma vie est constamment enrichie de nouvelles découvertes et d'étonnements car j'essaie de ne pas me limiter à un logiciel de pensée. Dès l'enfance, j'éprouvais une curiosité naturelle envers toute chose. Ce qui m'était interdit par mon entourage ou la société sans raison particulière ne faisait que renforcer ma volonté de m'y intéresser. Mais cette attitude à se remettre perpétuellement en question n'est pas à choisir à la carte. Trop souvent, même des individus identifiés comme complotistes et éveillés, au-delà du fait d'avoir raison ou tort sur un sujet donné, répondent avec les mêmes procédés de conditionnement et de dissonance cognitive que ceux qui sont généralement admis comme étant des moutons. Du point de vue fondamental de la pensée, il n'y a pas de camp ou d'étiquette à choisir. Les idéologies, toutes faites, ont été inventées pour que celui qui ne pense pas puisse donner son opinion. Plonger pour découvrir et tenter de comprendre certaines connaissances ne fait pas de vous un apprenti sorcier, un fou ou un suppôt de Satan. C'est ce que vous en ferez qui comptera. Tout ceci en conservant un esprit ouvert, bien que critique, même si ce dernier rejette a priori tout ce que nous lisons ou ne s'intéresse pas au premier abord à un sujet donné. Le moule social qui nous a façonnés depuis la tendre enfance et qui nous façonne toujours, l'identité et le personnage rassurant que l'on a bâti autour de certitudes est habituellement beaucoup trop rigide et exclut systématiquement un éventail important de données pourtant accessibles. La réalité est aussi à redéfinir. Par exemple, la vision que nous avons communément du temps dans notre société est contredite par la physique quantique. Le présent comme ligne temporelle qui progresse depuis un passé figé vers un futur inexistant ne correspondrait ni aux observations modernes de la physique et faits intéressants ni aux traditions aryennes les plus anciennes présentes dans l'hindouisme. Au lieu de penser que le temps présent existe grâce au passé, ne faudrait-il pas, comme le propose la physique quantique, conscientiser qu'en réalité le passé existe grâce au présent ? Car comment pourrions-nous avoir notion de ce qui fut si nous ne sommes pas dans ce qui est en ce moment même ? Ainsi le Moyen-Âge existe uniquement car nous sommes dans le temps présent pour en parler. Par exemple, ce que je viens de formuler il y a 10 secondes n'a jamais existé. Vous aurez beau retourner en arrière de 10 secondes, vous aurez l'illusion que le passage visionné est identique, alors que tout ce qui compose votre réalité aura déjà changé. En fait, le présent a une durée de 0, c'est-à-dire qu'il n'est même pas arrivé qu'il est déjà parti. Et ce qui n'a pas de durée n'existe pas. Donc rien n'existe, sauf votre conscience par définition immatérielle dans le temps présent. Ou est-ce que là encore, approfondir cette question demande des efforts trop conséquents, nécessitant d'abandonner son petit confort mental quotidien pour risquer de s'aventurer vers une autre vision de son existence, avec à la clé peut-être un esprit moins cloisonné. Bouddha disait « Ce n'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement ». La plupart d'entre nous n'avons qu'une très faible conception de notre univers inconscient et ne se sont jamais lancés dans l'introspection de soi. Nous anthropomorphisons beaucoup trop les phénomènes invisibles ou paranormaux en se rassurant sur la base de nos croyances et nous ridiculisons aisément ceux qui s'écartent des thèses gouvernementales et clament au complot. Il nous faut briser ce moule à tout prix, sans quoi le statu quo officiel demeurera notre gabarit de pensée et demeurera le dogme dans lequel le reste ne sera plus le miroir des défauts de notre vision de la réalité. Les nouvelles données doivent à tout prix se frayer un chemin dans notre psyché, même si elles bouleversent notre confortable quotidien routinier. Trop souvent, même lorsque nous nous considérons ouverts et curieux,
Nous ne prendrons pas au sérieux une affirmation, un concept ou une idée simplement parce qu'elle vient d'une source que nous ne jugeons pas pertinente, que ce soit par le gouvernement, des politiciens corrompus, des médias, ou à l'inverse des personnages à la marge de la société, une organisation non gouvernementale, des livres anciens, des écrits religieux, ou un groupe ou une association jugée comme ayant des idées sectaires. Ceci est une erreur. La vérité est éparse et se récolte en petits morceaux, par-ci, par-là. Ne pas accepter de se mouler à un dogme est essentiel, mais en rejeter systématiquement tout ce qui en provient sous prétexte que c'est un dogme est une erreur commune. Il faut savoir tout considérer, et ce, peu importe la source. Le message n'est pas le messager. Il est pratique courante dans nos sociétés modernes de diaboliser un groupe ou un individu afin de discréditer l'information qu'il véhicule, mais ce n'est là qu'un paralogisme de l'esprit. Une pomme rouge est un fruit, mais un fruit n'est pas nécessairement une pomme, ni rouge. Et ce n'est pas parce qu'un écrivain est névrosé et qu'il somatise la moindre émotion qu'il ne détient pas une parcelle de la vérité. Chaque point de vue offre un angle particulier, et chaque angle est à considérer. C'est la vue d'ensemble qui importe, et elle provient justement de plusieurs points de vue différents qui, si pris isolés, seraient incomplets. Plus notre volume d'informations sera important, plus nous accumulerons de données sur divers sujets, plus nous serons en mesure de les assembler en une réelle connaissance, mais ce seulement en les couplant à l'expérience. La connaissance de notre machine intérieure est tout aussi importante que l'accumulation d'informations en provenance de l'extérieur. Notre être entier est une incroyable machine à comprendre, dont la performance dépasse l'entendement que nous en avons habituellement. Nous saisissons des milliers voire des milliards de stimuli à la seconde et les traitons tous sans en omettre un seul. Certes, nous n'en avons pas conscience, et c'est là une grande partie du problème, mais il demeure que nous habitons un corps d'une complexité ahurissante dont les capacités sont à couper le souffle. Et c'est de l'intérieur de cette demeure philosophale que nous nous affairons à comprendre la réalité et tenter de lever le voile de la Maya, c'est-à-dire en sanskrit la nature illusoire du monde. En effet, la notion de réalité est incomplète, car elle se base uniquement à travers nos perceptions psychiques et sensorielles qui sont par définition limitantes. Il est donc primordial d'accorder une importance toute particulière à cet aspect. De façon plus terre-à-terre, disons que nous aurons beau détenir l'information selon laquelle le ciel est bleu, si nous portons des lunettes teintées, nous n'arriverons jamais à valider cette information et risquons de la rejeter malgré sa validité. C'est en ce sens que notre machine, notre psyché, notre intellect et nos émotions doivent être passés sous la loupe de façon tout aussi rigoureuse que nous le faisons avec des informations provenant de l'extérieur. Chaque préjugé, chaque réaction émotionnelle affectera nos perceptions de ce qui est et nous devons impérativement en prendre compte et savoir en évaluer l'impact sur notre jugement. C'est là tout l'art du discernement. Contempler, observer et méditer. C'est en prenant le temps de prendre notre temps, en ralentissant le flot incessant de nos pensées quotidiennes, en osant s'arrêter de combler le vide simplement pour combler le vide, que nous permettrons aux nouvelles informations de décanter et de faire leur chemin à travers notre psyché. L'observation vierge et attentive de choses en apparence insignifiantes, parce que trop communes et donc considérées comme secondaires, s'avérera une source intarissable d'inspiration et de remise en question. L'introspection est une forme de méditation tout comme observer avec curiosité, comme pour la première fois une araignée tisser sa toile. À la fois merveille et intrigue, la contemplation dépoussiérée de ces a priori favorisera notre habilité à réorganiser nos conceptions d'une façon différente et donc de voir les choses sous un angle nouveau. Les « et si c'était ainsi » fuseront et nos vieux schémas de pensée en deviendront que plus souples. Notre psyché est la materia prima des alchimistes. Nous devons la chauffer dans le creuset de notre boîte crânienne afin de la rendre malléable avant de pouvoir lui donner une quelconque forme. Tester, expérimenter et valider. Un autre aspect important de la quête de connaissances trop souvent oublié est l'expérimentation. En effet, acquérir de nouvelles informations ne se limite pas à lire, réfléchir ou écouter une conférence. Une grande part des découvertes se fait par l'expérience. À quand remonte la dernière fois où nous avons relevé nos manches ? Nous sommes armés d'un crayon, d'une feuille de papier, des matériaux nécessaires et nous avons réalisé une expérience afin de valider un quelconque principe physique, une théorie psychologique ou simplement pour répondre à une interrogation que nous avions. Quand osons-nous investir de notre précieux temps, généralement passé à pourchasser un quotidien qui finalement nous rattrape, pour s'investir dans une recherche qui soit plus pragmatique que de la simple contemplation de concepts ? Tester, expérimenter et valider ne semble s'appliquer qu'à la préconception que nous avons du chercheur à la blouse blanche reclus dans son laboratoire. Rien ne saurait être plus faux. La vie est un laboratoire et il serait capital que nous nous y investissions un minimum. Encore une fois, nous tenons pour acquis ce que le statu quo officiel nous sert sur un plat d'argent, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
Prenons une plante, enfonçons un capteur sur la feuille puis un autre au milieu des racines et observons que cette activité électrique convertie en note musicale produit la magnificence d'une mélodie harmonieuse propre à chaque espèce végétale. Ayons un tuyau de cuivre de plus de 30 cm et faisons-y descendre un aimant puissant. Quelle surprise de voir qu'il y descend tout doucement comme s'il défiait les lois de la gravité, ou plutôt de la densité. Allons à la rencontre de médiums doués et constatons qu'à travers leur capacité et leur sensibilité, ils arrivent à obtenir des informations très importantes et intimes de nos vies et de nos proches défunts, alors même qu'ils ne nous connaissaient pas. Exerçons-nous à l'aide d'une planche spirit et quel n'est pas notre étonnement de constater que l'effet idéomoteur répond à certaines de nos questions. Mais l'expérimentation ne s'arrête pas au laboratoire extérieur. Notre psyché elle-même est un sujet d'expérience fascinante pouvant être éclairé par des états de conscience modifiés à travers des pratiques méditatives et d'introspection de soi. Jouons avec notre esprit et remarquons qu'il est possible de penser, de réfléchir à des concepts complexes sans l'aide d'une voix dans votre tête ou de toute formulation verbale. De surcroît, cela nous permet d'établir des notions profondes en quelques secondes, là où réalisé par le langage, cela aurait nécessité plusieurs minutes d'explication. Testons la psilocybine dans un cadre adapté et constatons qu'une simple molécule peut nous ouvrir des portes cachées jusque-là insoupçonnées de notre conscience et nous plonger dans une expérience d'introspection si intense qu'elle en devient indescriptible pour celui qui n'a pas été initié. Pratiquons les rêves lucides à travers de multiples exercices mentaux et découvrons qu'il est possible de prendre le contrôle intégral de son rêve par la force de la pensée. Nos rêves sont dignes d'être consignés dans un journal, relus et analysés. Notre inconscient peut être sondé de façon inconsciente par une myriade d'exercices mentaux des plus surprenants. Il nous est possible de nous rappeler à nous-mêmes le plus souvent possible et palper la différence que cette activité engendre dans notre vision des choses et nos comportements. Réussir à établir un pont entre notre propre psyché et la réalité extérieure s'avérera d'une grande richesse. Tout ceci fait partie intégrante de la quête de connaissances. Pour conclure, emprunter ce chemin vous conduira vers des questionnements et des interrogations toujours plus nombreux. Il faudra se contenter de peu de réponses et encore moins de certitudes. Ainsi, il faut ratisser large, butiner à tout vent sans discrimination, cultiver notre curiosité en toutes choses, valider, invalider nos doutes et hypothèses par l'expérimentation, se faire l'avocat du diable de nos propres motivations et actions, sonder nos rêves, étudier notre propre machine, considérer des idées nouvelles sans se limiter. Faut jamais jeter l'encre, sauf si la chaîne n'y est pas attachée. Merci à vous.